Aujourd'hui, on va plonger tête la première dans un sujet qui va vous faire frissonner, vous tenir en haleine et peut-être même vous donner des sueurs froides, le top 10 des sports les plus dangereux de l'histoire. Accrochez-vous bien, car cette vidéo va être une véritable montagne russe d'émotions, pleine de rebondissements, d'histoires incroyables et de détails qui vont vous scotcher à votre écran jusqu'à la dernière seconde. On va explorer des sports où le courage flirte avec la folie, où chaque mouvement peut être une question de vie ou de mort, et où les athlètes repoussent les limites de ce que l'humain peut endurer. Alors, si vous êtes prêt à embarquer pour ce voyage au cœur du danger, installez-vous confortablement, mettez un pouce en l'air dès maintenant pour me donner de la force, et c'est parti. Le sport, c'est bien plus qu'une simple activité physique. C'est une passion, une quête d'adrénaline, un moyen de se dépasser. Mais parfois, cette quête va trop loin. Certains sports ne se contentent pas de tester vos limites, ils vous mettent face à la mort elle-même, avec un sourire narquois, comme pour dire « Alors, tu oses ?» Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un classement qui va du plus accessible au plus extrême, en passant par des disciplines connues et d'autres carrément insolites. Chaque sport de cette liste a marqué l'histoire par sa dangerosité, ses tragédies et ses moments de triomphe. On va parler de héros, de légendes, mais aussi de drames qui rappellent que la gloire a un prix. Préparez-vous à découvrir des récits qui vont vous donner des frissons, et surtout, restez avec moi jusqu'à la fin, car le numéro 1 risque de vous laisser sans voix. On commence notre classement avec un sport que beaucoup d'entre vous connaissent, peut-être même que certains l'ont déjà essayé, le saut à l'élastique. À première vue, ça peut sembler être une activité fun, un truc à faire entre amis pour se vanter sur Instagram. Vous vous tenez au bord d'un pont, d'une falaise, ou même d'une nacelle suspendue à un hélicoptère, avec rien d'autre qu'un élastique autour des chevilles pour vous retenir. Vous regardez en bas, le vent vous fouette le visage, votre cœur bat à 100 à l'heure, et puis vous sautez. La chute libre est une explosion d'adrénaline pure, pendant quelques secondes, vous avez l'impression de voler, de défier la gravité. Puis l'élastique se tend, vous remonte brutalement, et vous oscillez comme un pendule au-dessus du vide. Ça a l'air génial, non? Mais derrière cette montée d'adrénaline se cache un danger bien réel. Le saut à l'élastique, c'est une question de précision. Tout repose sur cet élastique, sa longueur, son élasticité, sa résistance. Si le calcul est mal fait ou trop long, trop court, ou pire, s'il est usé ou mal attaché, c'est la catastrophe. Imaginez-vous en train de tomber, confiant, et soudain, l'élastique se détache. C'est exactement ce qui est arrivé en 2015 en Espagne, dans la région de Lérida. Une jeune femme de 23 ans, pleine de vie et d'envie d'aventure, a sauté d'un pont. Mais au lieu de rebondir, elle a continué à tomber. L'élastique n'était pas correctement fixé. Elle s'est écrasée au sol, sous les yeux horrifiés des organisateurs et des spectateurs. Cette tragédie a choqué le monde et a rappelé une vérité brutale, dans ce sport, il n'y a pas de place pour l'erreur. Mais les accidents ne se limitent pas aux défaillances matérielles. Il y a aussi les blessures liées à la force de la décélération. Quand l'élastique vous tire en arrière, votre corps subit un choc violent. Des luxations d'épaules, des fractures de vertèbres, et même des hémorragies oculaires ont été signalées. Et puis, il y a les imprévus, des bourrasques de vent qui vous font heurter la paroi d'une falaise, ou des cordes qui s'en mêlent. En 1997, en Nouvelle-Zélande, un homme a survécu de justesse après que son élastique s'est enroulé autour de son cou pendant le rebond. Il a été sauvé par un opérateur rapide à réagir, mais il a frôlé l'asphyxie. Malgré tout, le saut à l'élastique attire des milliers d'adeptes chaque année. Pourquoi? Parce que cette sensation de défier la mort, de se jeter dans l'inconnu, est addictive. Les sites comme le pont de la rivière Kawaro en Nouvelle-Zélande ou le barrage de Verzasca en Suisse sont devenus des lieux mythiques pour les amateurs de sensations fortes. Mais chaque saut est un pari. Alors, la prochaine fois que vous envisagerez de tenter l'expérience, demandez-vous, est-ce que je fais vraiment confiance à cet élastique? Passons maintenant à un sport qui allie beauté et terreur, le surf de gros vagues. Si vous pensez que le surf, c'est juste des mecs bronzés qui glissent sur des vagues tranquilles avec une planche sous le bras, détrompez-vous. Le surf de gros vagues, c'est une toute autre dimension. Ici, on parle de vagues monstrueuses, des murs d'eau de 15, 20, parfois même 30 mètres de haut, qui déferlent avec une puissance capable de broyer n'importe quoi sur leur passage. Les surfeurs qui s'y aventurent ne sont pas des amateurs, ce sont des guerriers de l'océan, prêts à risquer leur vie pour chevaucher ces géants liquides. Prenez un spot comme Maverick, en Californie. Cet endroit est légendaire, mais aussi redouté. Les vagues y sont imprévisibles, formées par des tempêtes au large qui convergent vers un récif sous-marin, créant des monstres aquatiques. Les surfeurs sont souvent tractés par des jet skis pour atteindre la vitesse nécessaire, car pagayer sur ces vagues est presque impossible. Une fois dessus, c'est l'extase, glisser sur une montagne d'eau, sentir la puissance brute sous vos pieds. Mais si vous tombez, tout change. L'océan ne pardonne pas. Une chute, et vous êtes aspiré sous des tonnes d'eau, projeté contre des rochers, ou coincé dans ce qu'on appelle le hold down, une série de vagues qui vous maintiennent sous l'eau pendant de longues secondes, voire des minutes. Sans oxygène, sans repère, vous luttez pour survivre. C'est ce qui est arrivé à Sion Milowski en 2011.
Sion était une légende dans le milieu, un surfeur hawaïen respecté pour son audace et son talent. Ce jour-là, à Maverick, il a pris une vague énorme. Mais il a chuté. Une série de vagues l'a englouti, et malgré les efforts des secours, il n'a pas survécu. Il avait 35 ans, une femme, 2 enfants. Sa mort a secoué la communauté du surf, mais elle n'a pas arrêté les autres. Pourquoi? Parce que pour ces surfeurs, dompter une vague géante, c'est comme toucher l'infini. Et puis, il y a Nazaré, au Portugal, un autre spot mythique. En 2013, la surfeuse brésilienne Maya Gabeira a failli y laisser sa vie. Elle a tenté une vague de plus de 22 mètres, mais elle a été éjectée de sa planche. Submergée, inconsciente, elle a été ramenée à la surface par son équipe, réanimée sur la plage. Elle a survécu, mais elle porte encore les cicatrices de cette journée. Aujourd'hui, elle est revenue à Nazaré, prouvant que la peur ne l'a pas vaincue. Ces histoires montrent à quel point ce sport est un mélange de bravoure et de folie. L'océan est un adversaire impitoyable, et pourtant, il continue de l'affronter. On monte d'un cran avec un sport qui donne le vertige rien qu'à y penser, l'escalade en solo intégral. Imaginez-vous suspendu à une paroi rocheuse, à des centaines de mètres du sol, sans corde, sans harnais, sans rien pour vous retenir si vous glissez. Vos doigts agrippent des prises minuscules, vos pieds cherchent un appui sur des rebords à peine visibles, et tout ce qui vous sépare d'une chute mortelle, c'est votre concentration et votre force mentale. Ce n'est pas un sport pour les faibles de cœur. C'est une danse avec la mort, un défi où chaque mouvement doit être parfait. Le nom qui vient immédiatement à l'esprit, c'est Alex Honnold. En 2017, ce grimpeur américain a réalisé l'impossible, escalader El Capitan, une paroi de 900 mètres dans le parc de Yosemite. En solo intégral. Sans aucune protection, il a gravi cette muraille de granit en un peu moins de 4 heures. Le documentaire Free Solo, qui retrace cet exploit, a remporté un Oscar, et pour cause, regarder Alex grimper, c'est comme regarder un funambule sans filet. À un moment, il doit franchir une section appelée le « boulder problem », une prise si délicate que le moindre tremblement aurait pu le faire tomber. Il a réussi, mais il a admis plus tard que la peur était là, tapie dans un coin de son esprit. Mais tous n'ont pas cette chance. En 2019, Brad Gobright, un autre grimpeur légendaire, est mort au Mexique. Il n'était pas en solo intégral ce jour-là, mais en descente en rappel avec une corde trop courte. Une erreur de calcul, et il a chuté de 300 mètres. Cette tragédie a rappelé que même les meilleurs peuvent tomber. Et en solo intégral, il n'y a pas de seconde chance. En 2009, John Bachar, une icône des années 80, est décédé après une chute dans les Sierras. Il avait 52 ans et des décennies d'expérience, mais une prise qui cède, une fatigue passagère, et c'était fini. Alors pourquoi le faire? Pour les grimpeurs comme Honnold, c'est une quête de pureté. Pas de matériel, pas d'artifice, juste eux et la roche. C'est une méditation en mouvement, un état de flow où le monde disparaît. Mais c'est aussi un pari avec la mort. Chaque ascension est une victoire, mais chaque faux pas est une sentence. Si vous voulez un sport qui teste les limites de l'esprit humain, le solo intégral est imbattable. On continue avec un sport qui fait passer le saut à l'élastique pour une promenade de santé, le base jump. Le principe est simple, vous grimpez sur une falaise, un pont, un immeuble ou même une antenne, vous mettez un parachute sur votre dos, et vous sautez. Mais contrairement au parachutisme classique, où vous sautez d'un avion à des milliers de mètres d'altitude, ici, vous êtes à quelques centaines de mètres du sol, voire moins. Le temps pour ouvrir votre parachute? Quelques secondes. La marge d'erreur? Quasi nulle. Le terme « base » vient des 4 types de points de saut, building, bâtiment, antenna, antenne, span, pont, heurte, terre, comme une falaise. Chaque saut est une poussée d'adrénaline brute, mais c'est aussi l'un des sports les plus mortels au monde. Pourquoi? Parce que tout peut mal tourner. Le vent peut vous pousser contre la paroi. Votre parachute peut s'emmêler ou ne pas s'ouvrir à temps. Et à cette hauteur, il n'y a pas de place pour l'hésitation. En 2015, Dean Potter, une légende du base jump, est mort dans le Yosemite avec son partenaire Graham Hunt. Ils tentaient un saut en wingsuit, une combinaison qui permet de planer, mais ils ont mal jugé leur trajectoire et se sont écrasés contre une crête rocheuse. Potter était un pionnier, un homme qui vivait pour le frisson, mais même lui n'a pas pu échapper à la dure réalité de ce sport. Et puis il y a les exploits qui défient l'imagination. En 2013, Valéry Rozov, un base jumper russe, a sauté depuis le mont Everest, à 7220 mètres d'altitude. Il a plané en wingsuit avant d'ouvrir son parachute, atterrissant sain et sauf. Mais en 2017, Rozov a trouvé la mort lors d'un autre saut au Népal. Une bourrasque, une erreur, et c'était fini. Ces histoires montrent à quel point le base jump est un jeu de hasard. Les statistiques sont effrayantes, on estime qu'un base jumper sur 60 meurt chaque année. Pourtant, il continue. Pourquoi? Parce que voler, même pour quelques secondes, c'est toucher la liberté absolue. Changement d'ambiance avec un sport qui sent la poussière et la sueur, le rodéo, et plus précisément la monte de taureau. Si vous pensez que c'est juste un truc de cow-boy pour amuser la galerie, détrompez-vous. Montez un taureau d'une tonne, furieux, qui rue et se cabre pour vous éjecter,
c'est l'un des défis les plus fous qu'un humain puisse relever. L'objectif? Tenir 8 secondes sur le dos de la bête. 8 secondes qui peuvent sembler une éternité quand vous êtes secoué comme une poupée de chiffon. Le danger commence dès que vous montez sur le taureau. Ces animaux sont imprévisibles, entraînés pour être agressifs. Une fois qu'ils vous ont jeté au sol, et ils y arrivent presque toujours, ils ne s'arrêtent pas. Ils chargent, encornent, piétinent. Les blessures sont brutales, fractures, côtes brisées, traumatisme crânien. En 1989, Lane Frost, un champion américain, est mort à 25 ans lors d'un rodéo à Cheyenne. Après une chute, le taureau l'a encorné dans le dos, perforant une artère. Il est mort sur place, devant des milliers de spectateurs. Ce drame a inspiré le film 8 secondes, mais surtout, il a marqué l'histoire du rodéo comme un rappel de sa sauvagerie. Les protections ont évolué, gilet pare-balles, casque, mais le risque reste énorme. En 2016, Tipo Zobon, un jeune prodige canadien, a survécu à des années de chutes violentes, mais les commotions cérébrales répétées ont eu raison de lui. Il s'est suicidé à 25 ans, victime des séquelles neurologiques de ce sport impitoyable. Le rodéo, c'est une tradition, une culture, mais c'est aussi un combat où l'homme défie la bête et souvent, la bête gagne. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a fait un sacré voyage ensemble aujourd'hui, en explorant des sujets intenses et passionnants. J'espère que vous avez kiffé découvrir tout ça autant que moi j'ai aimé vous le partager. On a parlé des sports les plus dangereux de l'histoire, de ces défis fous qui repoussent les limites humaines, avec des histoires qui donnent des frissons et des leçons de vie à couper le souffle. Alors, dites-moi tout dans les commentaires, quel moment vous a le plus marqué? Vous avez une anecdote perso à partager sur un truc un peu dingue que vous avez tenté? Je lis tout, alors lâchez-vous, ça va être fun de discuter avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi plaisir, mettez un gros pouce en l'air.